Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 44. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Messieurs, comment ça va? Très bien, merci. Très heureux de vous avoir à mes côtés. Ça va être intéressant aujourd'hui parce qu'on a des sujets très variés. D'abord, on va revenir sur les propos d'Olivier Renard qui s'est adressé aux médias. C'était quelques minutes après notre dernier épisode. Il y a Guy Stéphane, entraîneur adjoint de Didier Deschamps avec l'équipe de France qui était de passage dans la belle province le week-end dernier. On va revenir sur ce qui se passe à Chelsea, peut-être un peu de Ligue des Champions également. Et on va finir, comme c'est notre habitude, avec les sujets chauds, questions qui nous ont été posées sur Twitter. D'abord, Sid, j'ai envie de te poser la question très simple qui est comment tu as trouvé ces précisions, on va les appeler comme ça, d'Olivier Renard. C'était pour remettre en contexte, parce qu'une semaine, c'est très court, mais c'est très long en même temps, à l'issue des décisions qui ont été prises sur les clauses à activer ou non en ce qui concerne les options pour 2020 de joueurs qui étaient déjà sous contrat la saison dernière avec l'Impact. J'ai noté un mot, transparence. C'est le sentiment que j'avais au point de presse, mais après qui était vraiment renforcé avec ton entrevue avec Olivier Renard. Il y a une vision, on peut être d'accord ou pas, mais il y a une vision qui est communiquée et c'est vraiment cet aspect de transparence. On explique les décisions qu'on prend, puis comme je l'ai dit, on peut être d'accord ou pas, mais j'apprécie l'exercice. J'apprécie déjà le fait qu'il ait convoqué la presse. Ça a été un exercice qui a été proactif, rapide aussi. Je pense que ça s'est fait 1 heure après le terme exact, comme je l'ai pas, je pense que c'est... La divulgation tu veux dire des options, là? Exactement. Ah ben là, si tu essaies de me faire trouver c'est quoi exactement, il y en a trop ces temps-ci pour la MLS, là. C'était une date importante si tu avais une option pour l'année prochaine. En gros, ça s'appelle de même. Exactement. Donc ça a lieu à 14h. Et puis, donc voilà, un exercice transparent. Oui, donc il est revenu sur et j'irais même au-delà, juste pour donner une petite précision, parce que des fois, de voir ce qui se passe en coulisses dans le monde des médias, ça n'a pas juste été fait rapidement, ça a été prévu la veille par l'Impact de Montréal en disant on ne sait pas exactement à quel moment on va pouvoir s'adresser aux médias. Par contre, on vous dit de vous préparer parce que ce sera le cas. Ça démontre une proactivité qu'on n'a pas toujours eue dans le passé, en plus de la transparence dont Sidney parle. Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un exercice auquel on n'était pas vraiment habitué. En fait, d'habitude, qu'on récupérait en mettant des bouts par-ci, par-là, on prenait un petit peu des éléments. Là, effectivement, ça a l'avantage et le gros bénéfice d'être clair, d'être bien présenté et de mettre le doigt sur toutes les situations qui sont présentées, effectivement. Pour moi, et là, j'aimerais savoir si je suis trop sévère. Pour moi, c'était la première fois qu'on avait un directeur sportif, à proprement dit, de l'histoire du club, là, qui s'adressait aux médias. C'est là que ça s'est passé. Pas lorsque Olivier Renard est arrivé, parce qu'à ce moment-là, bon, tu dévoiles un nouveau directeur sportif, mais il ne connaît pas de dossier, il débarque. Et là, j'inclus tout le monde. Depuis le début des années 90, pour moi, j'y étais à ce moment-là quand, parce que j'avais le plaisir, comme tu le disais tantôt, Sid, de m'entretenir avec lui après, mais j'étais quand même là au moment où toutes les questions lui étaient posées. Il était là, littéralement, sur son X, parce que tu as un petit X par terre au centre Nutrilait pour dire « Reste là, bouge pas », parce que quand tu as les caméras qui arrivent, tu sais, des gars qui sont pas habitués là, ailleurs en MLS, des fois, ils reculent un peu quand tu tends le micro ou tu approches les caméras. Bref, il s'installe, puis là, il dit, c'est pas comme ça, là, mais son langage corporel disait « Shoot ». Oui. Allez-y, je connais mes dossiers, je sais exactement ce que je veux vous dire. Je suis à l'aise. Il n'y a pas, même pour les dossiers plus compliqués, de dire publiquement que Samuel Piette, dans son cas, entre l'offre de l'Impact et la demande, il y a un écart trop important pour qu'on puisse dire là qu'on est près d'une entente. Après, comme tu l'as dit, Sid, on peut aimer ou pas, mais ça mérite de dire on est là-dessus, on y travaille, attendez-vous pas à quelque chose demain matin, je vous dis exactement où on en est. Je vous le dis, là, mon feeling, quand j'ai terminé ce moment-là au Centre Nutrilait, je me suis dit, c'est la première fois que je vois un directeur sportif, à proprement dit, s'adresser aux médias. Et puis il rentre effectivement, on rentre dans le spécifique vraiment, et puis dans tous ces dossiers-là en tout cas,
sans tourner autour, sans cacher. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, effectivement, je ne vous cacherai pas que on n'est pas à côté l'un des autres là-dessus. Êtes-vous surpris d'entendre un directeur sportif pas envoyer Nacho Piatti sous l'autobus parce que ce serait beaucoup trop fort, mais le rappeler à l'ordre un peu en disant t'en aller au moment du bilan, alors que tout le monde doit prendre ses responsabilités, du meilleur au moins utilisé dans l'équipe, t'as un gars comme lui, capitaine, on va l'appeler comme ça, qui quitte, qui choisit lui-même de ne pas parler sans avertir personne, d'avoir quelqu'un de l'organisation en position d'autorité, là, c'est pas juste une conversation autour de la machine espresso au stade, quelqu'un qui dit « ça peut porter atteinte aux valeurs du club, c'est un précédent dangereux pour les jeunes et j'ai hâte de lui en parler ». As-tu été surpris, Sid, d'entendre Olivier Renard dire ça? Agréablement surpris. Agréablement surpris. Puis je sais que j'avais noté d'ailleurs, comme Piatti soumis aux mêmes valeurs que l'ensemble de l'effectif dont il fait partie. On est loin de « il n'a pas l'air de filer, on va lui donner le brassard de capitaine », parce qu'il y a 3 ans, c'était ça. Là. Puis ça va dans le sens de cet exercice médiatique d'Olivier Renard. Et puis je suis 100% d'accord avec toi sur l'idée que c'est la première fois qu'on a un directeur sportif qui s'adressait aux médias. La qualité justement de ce type d'intervention où on défend l'institution, le niveau de détail, genre comme lorsque j'étais pas d'accord, t'as lu dans ma tête que c'était le grand... C'était la même chose, c'était Piet. Ouais. C'était Piet. Mais même par rapport au... Oui, mais tu sais pas, peut-être que Piet est en train de demander 900 000. Exactement. On lui souhaite. Non, c'est tout à fait. Mais je vais rester cohérent sur ce que je pense de la valeur de Samuel Piet. Donc, mais après, il y a aussi le deal de Kyoto. Moi, je n'étais pas particulièrement fan de cette décision, mais elle est justifiée. Et puis, lui, il te parle d'un attaquant de 28 ans, marque 15 buts, donne la flexibilité offensivement. Et on arrive justement à un niveau de cohérence par rapport à la vision et du projet de jeu que, malheureusement, ni Nick DeSantis, ni Adam Braz, ni personne ni Richard Legendre, ni personne ne pouvait justement incarner tout ça. Donc, comme l'aspect à la fois financier, sportif, pouvoir, et tout ça dans la même personne, dans le directeur sportif. Donc parfois, lorsqu'on avait des interventions de l'un ou de l'autre, Nick DeSantis, c'était souvent dans les joueurs à très haut profil, genre comme Adam Braz qui nous expliquait genre, les petites technicalités sur le tam et le gamme, mais vraiment comme si c'est pas forcément lui qui a pris la décision, mais c'est lui qui s'est occupé de faire que le deal soit conforme. Donc on n'a jamais eu vraiment cette impression de faire face. Voilà, c'est lui, l'homme du sportif à l'impact de moi. Et juste pour préciser ma pensée, pour conclure là-dessus, quand je parle de directeur sportif et que c'est la première fois, Nick DeSantis a occupé ces fonctions-là, mais pour moi, il a toujours été beaucoup trop près du soleil. Le soleil étant Joey Saputo. Et là, ça devenait difficile de savoir, bon, est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que tu es entre deux chaises parce que tu sais des trucs que tu ne devrais pas savoir? Il y a des dossiers qui sont dans le collimateur. Là, on a vraiment senti un gars à part entière, dans son rôle bien défini, qui était capable de répondre de ses propres décisions sans que ce soit le dossier qui est dans la cour de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je dis que c'est une première pour moi. Oui, je voulais juste revenir sur cette histoire. Et tu parlais de petites remise un petit peu à l'ordre de Nacho. C'est intéressant que tu le mentionnes parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'il était obligé d'amener sur la table, au sens où oui, on lui en a parlé, on lui a expliqué, et il est allé quand même suffisamment loin en disant bon ben voilà, il y a eu une erreur de la part du joueur, on l'a recadré un petit peu et ça doit clairement ça ne doit plus se produire. C'est pas quelque chose qu'il était obligé de faire clairement. En public, et ça veut dire qu'il y a eu aussi à l'interne une discussion assez nette. Ben, il n'y a pas eu de discussion encore parce qu'il y a une discussion peut-être sur ce dossier-là. Sur l'événement. Voilà. Mais pas pas avec Nacho Piatti lui-même, parce que c'est ce qu'Olivier Renard a dit. Je l'ai pas revu, je lui ai pas reparlé, et c'est ce que j'ai aimé. J'ai hâte de lui en parler, j'aimerais bien lui en parler. Et la dernière chose, on va finir le dossier Piatti là-dessus, Olivier Renard aussi, d'entendre. J'espère que Nacho va revenir avec la volonté, le plaisir d'être ici, avec le sourire au visage. Sid, j'ai une question pour toi. Il revient-tu, Nacho? C'est drôle parce que je dis ça à la blague, là, mais tu sens quand même, on a exercé l'option. Moi, tout ce qui vient de changer, c'est que maintenant, c'est 100% sur les épaules à Nacho Piatti. Mais
t'as pas une certitude Oui. béton quand t'entends ça. Là. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que... Tellement heureux d'être capable de te poser ça Non, une semaine après l'activation de son option. C'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai On fait que... dans la continuité. Et tout à fait, parce que j'ai pas non plus sauté au plafond lorsque j'entends. C'est vrai qu'on est, pour moi, encore peut-être dans une technicalité et c'est vrai que Olivier Renard essaye de nous faire passer une narrative où il y a rien qui est arrivé, que c'est tout à fait normal et que le joueur le savait depuis quelques semaines et patati patata. Mais non, je suis d'accord avec toi qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une petite zone d'ombre et que bon ben j'ai hâte de le voir dans l'uniforme, dans un match officiel, avant de dire que j'avais raison. On devrait faire jouer à tous les jours, toutes les semaines, en thème d'émission, entre l'ombre et la lumière, jusqu'à temps que Nacho Piatti décide. Choisis-toi une chaise, mon Nacho. Ça se passe en Argentine ou ça se passe ici? On enchaîne, les gars, avec Guy Stéphane, qui était de passage. Un autre à qui j'ai eu le plaisir de jaser à la radio est arrivé un petit peu comme... un cheveu sur la soupe à la toute fin de l'émission, mais ça a été vraiment intéressant de l'écouter jaser de Thierry Henry. Moi, je l'ai trouvé ouvert par rapport à ce que ça demande pour un entraîneur qui finit sa carrière de joueur. Je le sais là, que c'est pas hier que Thierry Henry a terminé sa carrière de joueur, mais quand même, c'est toute une découverte qui l'attend. C'était des propos vraiment intéressants, mais au-delà de ça, c'était surtout intéressant de le voir au Québec, dans le cadre de l'après-match Soccer Québec, qui est organisé par la Fédération ici et qui a comme objectif de rassembler, dans le fond, plusieurs événements qu'on faisait dans le passé, que ce soit la formation d'entraîneurs, des présentations en termes de psychologie sportive, de préparation d'équipe. Il y a des choses qui sont très techniques. Il y avait même une formation de futsal avec Keith Tozer de la Fédération américaine, Kit Selaidopoulos de Futsal Canada aussi. Et Guy Stéphane était là pour nous expliquer, bref, comment l'équipe championne de 2018 a été construite. Oui, et puis c'était tout d'abord félicitations à la Fédé, parce que c'est vrai qu'on peut parfois être assez critique du travail qui peut être fait, mais il faut aussi souligner des très bel événements. Je pense que et c'était unanime, hein? C'était unanime. J'étais là sur place, là. C'était unanime que c'était réussi comme fin de semaine. Puis donc justement cette entrevue de Guy Stéphane, moi j'ai pu l'entendre quand j'étais sur la route pour aller à Saint-Hyacinthe. J'étais dans un autre bel événement de futsal, la classique moustache. Je salue Alexandre Kenol et j'étais avec toi en voiture où Guy Stéphane revenait sur la différence entre entraîner et jouer et que peut-être que on ne réalise pas à quel point il y a une transition, une rupture, une cassure pour reprendre ces mots entre Thierry Henry joueur et Thierry Henry coach, et que le fait de penser qu'à lui lorsqu'on est joueur et de penser à tout le monde et à toutes les conséquences de nos décisions, c'est une vraie transformation pour le cadre de Thierry Henry. Puis il y avait des bons conseils et donc j'invite encore une fois aux gens à écouter les entrevues que tu as fait avec lui. Donc ce que j'ai apprécié dans les retours que j'ai pu avoir des entraîneurs qui ont assisté à la conférence, c'est vraiment la notion de groupe. Donc il y a tout à fait il y a un équilibre à aller chercher dans le groupe à chacune des positions en fonction du projet de jeu. Et même ce qui était super intéressant, c'est au niveau des remplaçants. Donc l'équipe de France avait 11 remplaçants identifiés. Lorsqu'on voit l'équipe, elle était assez solide, hein, peut-être une équipe qui pouvait faire quart de finaliste, et de voir que voilà, à chaque position, en fonction comme d'un pépin physique ou d'une absence ou quoi que ce soit, voici la personne qui va pouvoir le remplacer. Est-ce que c'est la meilleure? Non, c'est la personne qui est la plus à même de remplir le rôle attendu par les titulaires. Et là, ce qui est particulier, Sid, c'est de remplir le rôle sportivement si on a besoin de toi. Merci. Mais d'accepter de vivre ce rôle de deuxième violon si on n'a pas besoin de toi. Parce que c'est là qu'en cours, tu parles de quart de finaliste, tu n'as pas joué la phase de groupe, tu n'as pas joué les huitièmes de finale, tu arrives encore, tu commences à faire la baboune, c'est là que tu es dans le trouble. Et c'est super, excellent, c'est super pertinent parce qu'il y a l'aspect sportif et l'aspect humain. Donc il s'est pas caché, il est revenu sur le cas de Rabiot, par exemple, qui a refusé ce rôle-là de Songo Couteau et de voir que dans la composition d'un groupe, on doit prendre en considération tous ces aspects-là parce que, c'est vrai que la Coupe du Monde, enfin ces compétitions-là sont des compétitions courtes, intenses, mais il y a beaucoup de choses qui se transposent dans le travail que Olivier Renard et Thierry Henry vont accomplir lorsqu'on parle d'identité, de projet de jeu et qu'il faut que des profils qu'on choisisse y correspondent. Donc c'était une belle conférence puisqu'il a abordé le rôle des médias notamment, la relation à entretenir avec les médias, le choix du camp de base. C'est des choses, nous on parle souvent du fait que l'Impact commence ses saisons en Floride. Donc il y a des petits aspects et finalement on se rend compte que rien n'est laissé au hasard, que le foot se professionnalise peut-être à des aspects qu'on
on n'est même pas encore conscient dans le grand public que ça se ressemble de plus en plus à du football américain ou à du basket. On essaie de contrôler de nombreux aspects, au-delà des circuits de jeu, mais genre comme dans tout ce qui est l'environnement, et qu'on est vraiment loin du foot à papa comme on peut le penser. C'est marrant ce que tu dis, parce que quand tu parles de la construction du groupe et de l'équilibre et tout, j'ai l'impression de revenir dans le petit livre d'Aimé Jacquet, mais il y a 20 ans, quoi, il y a 25 ans, parce qu'il répétait, il expliquait exactement les mêmes choses. Un tel, est-ce que je le prends? Quelle est la répercussion qu'il va avoir sur le groupe? Là, il y a peut-être un problème au niveau de l'attitude, je ne suis pas sûr. Un tel, oui, ça marche bien. Le cas de Cantona à l'Euro 96, qu'il écarte, 6 mois avant. Qu'est-ce que tu veux dire, attitude? Non, mais qu'est-ce qu'il va m'apporter? Ah ouais. Est-ce que ma finalité, c'est avec lui? Est-ce que ma finalité, c'est pas plutôt... Alors, dans le cas de Cantona, ça partait d'une question. Est-ce que Cantona, parce que mon projet, il n'est pas l'Euro 96, il est la Coupe du Monde 98. Est-ce que mon projet, il va avec Cantona? Ou est-ce qu'il prendrait la place que je veux dédier au duo Zidane-Djorkaeff en 98? Ouais. Choix à faire. Je coupe Cantona. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour 98, il explique comment sa réflexion ne s'est plus portée simplement sur les hommes, mais sur les situations, sur les configurations. Et effectivement, par moment, comme il le dit, il dit à un moment, je pense pied gauche. À un moment, je pense accélération. Et c'est là qu'il y a un portrait de joueur qui est en train de se définir pour remplir telle ou telle place. Et les gars, c'est extraordinaire ce que vous expliquez là, parce que on voit qu'au fond, c'est tout simple dans les principes, parce que c'est des principes universels de construction de groupe ou d'équipe. C'est la même chose pour des équipes de vente dans n'importe quelle industrie. Maintenant, c'est pas parce que c'est simple intellectuellement à comprendre que c'est facile à exécuter. Ça bouge tout le temps. Exactement. Puis là, à ça, tu ajoutes des blessures imprévues, l'endroit où tu te déplaces. Tu sais, ça peut être aussi champ gauche qu'un gars qui se divorce ou qui se sépare un mois et demi avant une compétition importante ou avant un camp ou avant un match de préparation. Puis là, c'est fini. Là. Le profil que tu as choisi est plus le même. Peut-être qu'il y reste parce que ça devient son refuge, mais peut-être qu'au contraire, sa tête est ailleurs, ça devient vraiment compliqué. Je parlais avec Dan Gargan, qui a gagné la MLS Cup avec le LA Galaxy. Sa femme, si je ne me trompe pas, a accouché 48 heures avant la finale. Et Gargan me disait, ben moi, là, j'étais pas bien pour la jouer, cette finale-là. Si on m'avait utilisé, là, puis on m'avait dit, t'es notre gars sur qui on se fie à 100%, j'aurais pas bien filé parce que j'étais pas à la bonne place physiquement ou mentalement. J'ai été super important pendant la saison, mais à ce moment-là, je me disais, il y a peut-être quelqu'un qui est mieux placé que moi pour prendre le flambeau. Hey, mais t'es au sommet là, de ta saison, il reste un match. Et c'est ça qui est extraordinaire pour un entraîneur. C'est extraordinaire, puis ça peut être un calvaire en même temps. Ouais. Parce que, comme je dis, c'est simple, mais en même temps, dans la fluidité de tout ça, ça devient hyper complexe. On peut ajouter en MLS les salaires. Oui, tout à fait. Parce que quand tu as un gars à 80 000 à qui tu vas dire il faut que tu fasses X, Y, Z, puis tu demandes la même chose au gars à côté qui en gagne 5, 6, 7 millions des fois, mais comment t'abordes cette réalité-là? À gérer, et avec une transparence qui est assez nette. Déjà que les joueurs... Ben, ils n'ont pas le choix ici en MLS. Yeah. Ils les voient, les salaires, éventuellement. Fait que tu peux pas vendre quelque chose qui est faux à un gars qui va s'en rendre compte au mois d'avril ou au mois de septembre quand on divulgue les salaires. Ça devient un facteur, un éléphant dans la pièce que tu es obligé d'aborder d'une manière ou d'une autre. Tout à fait, tout à fait. Puis, genre, comme j'ai bien aimé que tu utilises le mot simple, parce qu'il y a justement un coach avec qui j'ai la conversation qui me dit, mais être champion du monde, c'est simple. Oui, mais c'est ça qu'il a dit. Il a dit c'est simple. Il dit c'est simple, mais à la fois tellement compliqué. Ben ouais. Et j'ai trouvé ça très effectivement, beaucoup de principes qui ont été amenés, mais après une complexité. Tantôt je parlais du camp de base. Les entraînements avaient lieu par exemple aux heures de match pour rester dans le rythme physiologique de la compétition. On prend en considération que les buts sont marqués à 45% sur coup de pied arrêté, genre comme dans cette Coupe du Monde là. Donc comment on travaille sur cet aspect-là? Il y avait des petites anecdotes où il explique que Griezmann contre l'Uruguay faisait toujours une feinte. Pourquoi? Parce qu'il sait que Godin, son coéquipier à l'Atletico, a du mal à se replacer. Donc c'était travaillé
voyais que quand il posait le ballon, il y allait aller. Il allait encore reculer. Godin n'aurait pas fait son petit pas vers l'avant. Et puis, Jean Commencement, il tire. Donc, et c'est bon, on est dans le petit détail, mais à la fois dans, c'est vrai, cette harmonie qu'on doit chercher. C'est un puzzle qui est peut-être un puzzle de 6 à 8 ans, mais c'est un puzzle pareil et toutes les pièces comptent les unes pour les autres. Le seul bémol que j'apporterais à ça, en fait, c'est pas un bémol, c'est plus saluer l'offre qu'il y avait pour Soccer Québec parce que, pour remettre en contexte, tu avais plusieurs endroits, plusieurs formations différentes au même moment. Et là, tu devais choisir. Ça, évidemment, c'est extraordinaire à se faire raconter comme histoire, mais c'est pas la chose la plus tangible pour un coach de U13 au Québec, par exemple. Mais d'être capable de combiner ça à une formation de futsal, à une formation, c'est Andrea Woodburn, si je me trompe pas, de l'Université Laval, qui était là pour la psychologie du coaching, puis le côté pédagogique. C'était super intéressant parce que dans le passé, moi, ça me titillait un peu qu'on ait des gars aussi intéressants que ça, qui venaient ici, il faut que tu les payes, là, ces gars-là aussi, qui nous partageaient un savoir qui est extraordinaire. Tu bois leurs paroles, puis c'est comme regarder un documentaire ou un film. Ceci dit, après, tu fais quoi avec ça? Et là, d'être capable d'allier les deux, encore une fois, je pense qu'on a commencé avec ça, puis on va conclure avec ça. Chapeau Soccer Québec pour cet événement. Temps additionnel maintenant. Vous rappelez-vous la fois que Chelsea s'est fait rosser au premier match de Premier League à Old Trafford? Commence à faire un bouge, hein? Eh oui, hein? C'est vrai que... Tu sais, dans le temps que José Mourinho travaillait pour Sky, puis il y avait plein de choses à dire sur les choix d'effectifs de Frank Lampard. En coin. Ouais, absolument rien avec des gamins. Hein. Mais chapeau à Lampard, quand même. C'est fantastique ce qui se passe. Et là, je trouve, et ça a un peu sauté aux yeux ces derniers jours, il se passe quelque chose dans ce club, là, dans cette équipe, en ce moment. Et en fait, on pourrait parler de plein de sujets si on prend le Chelsea actuel. On parlerait plutôt de Pulisic. Ouais. Hein? Parlons de Pulisic, qui était le joueur recruté à l'hiver dernier à Dortmund, laissé en prêt à Dortmund pour la fin de saison. OK. Et puis là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Un changement d'entraîneur, un club qui ne peut plus recruter. Et d'un seul coup, Pulisic qui venait... Donc, on savait que cette interdiction de recrutement était là. Hein, ouais. Mais d'un seul coup, il devient un joueur sur lequel les caméras vont vraiment focaliser parce que c'est maintenant l'un des joueurs les plus chers de l'effectif. Eden Hazard est parti et on demande une régénération au niveau de la création. Un nouvel entraîneur, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce que Lampard va faire avec lui. Parce qu'il n'a pas été choisi vraiment par Frank Lampard. Il a été choisi par Sarri. Et avec la quantité de jeunes que Lampard a fini par utiliser, ben Pulisic se retrouve quasiment pas comme un vétéran en termes d'âge, mais il a beaucoup d'expérience par rapport à d'autres. Il a pas mal plus d'expérience que d'autres, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu regardes, il n'a pas été intégré tout de suite. Il n'est pas titulaire match après match après match. Lampard a été critiqué pour ça. Mais mine de rien, il a commencé à l'amener, sachant qu'il n'allait pas être la réponse. Parce qu'il démarre, Pulisic, tout le monde va forcément dire, bah oui, mais il ne crée pas autant que Hazard. Parce qu'il est sensiblement au même endroit. Il y a plein d'autres choses. Hazard n'avait pas un attaquant de pointe qui était... il y avait Olivier Giroud. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Jean? Non, mais c'était à Chelsea, il y avait un gros problème que Hazard masquait, qui était au niveau de l'efficacité. Hein, clairement. Tu es en train de nous parler de l'Impact de Montréal puis Nacho Piatti, là? Belle analogie. Il y a effectivement un petit quelque chose, voilà. C'est vrai. Mais terminé. Dans ce phénomène qui est un peu une sorte d'alignement de planète, hein, Lampard qui arrive, l'interdiction de recrutement qui fait qu'il va amener un nombre impressionnant de jeunes joueurs. Bon, il y en a quelques-uns qu'on connaissait comme Hudson-Odoi, mais là, cette année, tu vois, Reece James, tu vois Tammy Abraham qui confirme, Mason Mount. Je dis, wow, c'est pas mal ce qui se passe. As-tu l'impression qu'avec tous ces facteurs-là, il y en a un autre à entrer peut-être dans l'équation, c'est le feeling qu'on avait au début de l'année que personne allait rattraper City ou Liverpool. Donc, s'il y a un moment à Chelsea pour prendre ton gaz égal, ben déjà, tu es pas mal obligé de le faire parce que tu es restreint en termes de transfert, mais tu te dis, on a le temps de toute façon parce que
il y a comme un cycle, une vague à passer où on ne va pas rattraper dans le court terme City ou Liverpool. Les deux équipes sont trop loin devant. On va attendre que eux, ça se calme un peu. Là, je sais pas, là, quand tu apprends que City est rendu à 5 milliards de valeur parce qu'un des propriétaires a vendu 10 de ses parts, ça se peut que la vague, ce soit le début d'un tsunami puis que ce soit pas sur sa fin. Mais est-ce que ça peut contribuer du côté de Chelsea à être plus patient qu'on l'a été dans le passé? Oui et non, entre guillemets, puisque Roman Abramovich n'est jamais très très patient, mais je pense que le temps était était la variable sur laquelle on a le plus insisté en début de saison, et pour moi à juste titre, parce qu'il aura besoin de temps. Il a besoin de temps parce que lui-même est un coach, entre guillemets, de deuxième division. En tout cas, c'est la première fois qu'il avait un groupe en première ligue, qu'il avait besoin d'instaurer son style de jeu auprès d'une équipe avec un peu plus d'ego, de gros salaires. Oui, c'est pas les Chelsea des Mourinho, mais ça reste quand même Chelsea. Et lui, c'est un symbole. Lampard, c'est un symbole. Donc le temps était la variable la plus critique. Hein. Est-ce qu'on allait lui laisser genre comme la possibilité d'installer ce qu'il avait en tête. Et peut-être que oui, effectivement, c'est parce que maintenant la première ligue est devenue une espèce de Big Two que ça facilite. Mais en même temps, je crois quand même que l'objectif de Chelsea reste d'être sur le podium, d'être dans les 4 places qualificatives de la Ligue des Champions. Donc, à quel point il a du temps, et puis je parle après une semaine après le congédiement de Pochettino, donc on voit quand même parfois des formes. Mais eux autres, ils étaient 14e. Là. Ouais. Ils étaient 14e, mais on le sentait quand même. Dans un cycle de 4 ans, les résultats n'auraient pas, en tout cas selon moi, justifié qu'ils soient congédiés là. Mais non, voilà, Lampard... Il aurait fallu qu'ils soient en quelle position ou à quel moment de l'année? En toute honnêteté... 16e au mois de mars? Non, c'est peut-être une forme de naïveté, mais j'ai l'impression que ça allait se replacer. Donc, je pense que... Peut-être, mais c'est mon feeling, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Pochettino aurait été capable de ramener ça sur les rails. Le problème, c'est, une fois que tu es revenu sur les rails, est-ce que tu peux aller plus loin que ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Et c'est là que je pense que entre les commentaires de Pochettino qui dit dans 5 ans, rappelez-vous ça l'année passée, dans 5 ans peut-être on va être dans le coup et on va vraiment pouvoir parler de soulever un titre. C'est pas l'affaire la plus excitante au monde. Tu arrives dans un nouveau stade, tu fais la finale, tu fais des finales importantes, tu cognes à la porte. Tu n'arrives pas au bout, là, mais tu cognes à la porte régulièrement dans le top 4, mais tu n'es jamais vraiment capable de passer de l'autre côté. Le tipping point, il n'a jamais été capable d'aller le chercher. Non. Là, mon feeling, c'est que... Puis là, je vais faire bien attention avec mes comparaisons, mais ce qu'on essaie de faire avec Mourinho, c'est ce qu'on a fait au Real à l'époque en allant chercher Zidane. Le gars qui peut peut-être juste te donner la petite poussée supplémentaire, le petit 2-3% que tu n'es pas... Mais c'est ça. Puis là, rapidement, parce que je crois que tu as raison quand tu dis, parce qu'au bout du compte, très probablement que Pochettino aurait été capable de recadrer les choses et de les remettre dans le bon sens. La seule et grosse question, c'était quand. Quand? Parce que s'il le fait dans 6 mois, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas possible, parce que la situation telle qu'elle était à Tottenham demandait une réaction tout de suite. Parce que 14e, ça veut dire pas de Ligue des Champions. Non, c'est ça. Ça veut dire que... et c'est essentiel pour un club comme ça, qui n'a pas encore le niveau... Le confort financier des tout meilleurs. Hein. Ouais. C'est pas Barcelone, c'est pas le Real. C'est vrai. Ils ont un nouveau stade, ils ont besoin de la Ligue des Champions en ce moment tous les ans. Le risque, et il était clair que ça glisse. Le risque, parce que c'était à l'époque, c'était pas évident non plus qu'ils sortent de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Tout ça a fait que Daniel Levy, à la direction, a dit « Je peux pas attendre. Je peux pas attendre, j'ai besoin d'un électrochoc. » José Mourinho fait combien? Il fait 16-18 millions un Canadien, un truc comme ça? Canadien, oui, c'est pas 9 millions de pounds. Oui. Êtes-vous surpris de voir ce montant-là? Moi, j'ai l'impression que Tottenham, en ce moment-là, fait une faveur à José Mourinho de lui ouvrir la porte d'un club qui est peut-être pas dans la très, très haute catégorie des Bayern, Real, Barça. Tout de suite derrière. Mais juste en dessous, justement, moi, mon feeling, c'était, écoute, moi, avec José Mourinho, là, une opportunité comme celle-là, en Premier League, je sais pas, moi, je suis surpris de voir à quel point on a dépensé pour lui, alors que
Voir été à sa place, j'aurais dit, gars, je vais le faire gratis. Là. Ah, Non, mais t'es oui, pas non, à ce mais oui, stade-là de ta non, carrière. Tu fais mais- quoi si ça fonctionne pas ou on vient pas cogner à ta porte? Mais c'est certain que justement les tensions qui sont posées par le foot business qui fait en sorte qu'il y a une pression du résultat fait que Mourinho était quand même dans une position où d'observer ce qui se passait du côté du Bayern, du côté d'Arsenal et qu'il y a toujours une équipe, une grosse équipe qui peut être en difficulté par rapport à parfois simplement un écart entre les attentes et les résultats. Pas forcément parce que Bayern en difficulté, j'ai même du mal à le dire. Mais Puis Mourinho au Bayern, ça oublie Non, ça ça fonctionnerait aurait jamais. été magique. Mais c'est un oui, exemple mais comme ça. c'est un exemple donc, dans le sens où Wow. Mourinho, il est dans une. Voilà, c'est un entraîneur du chapeau 1 et il y a forcément. Encore? Oui. Il est là? Ouais. Oui. C'est les valises. Il transporte des valises qui restent là. Hein, pour l'instant, il Moi, est j'ai des encore... valises en bas chez nous, là, je te dirais, qui sont pleines de poussière, mon Jean, puis je suis pas certain que tu voudrais aller bien loin que ça. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il reste encore... C'est vrai que c'est un petit peu glissé quand même ces derniers temps. Tu sais, je comprends la Ligue Europa, là, mais ça finit à couteau tiré à Manchester, ça finit tout croche à Chelsea. Ah non, ça mais finit- ce qui est fantastique, c'est intéressant, c'est de voir que le pari fait par Tottenham, sachant que les 2 derniers passages de Mourinho en Première Ligue se sont très mal finis. Mais déjà, moi, je suis en train de dire, pour 2 millions, j'aurais trouvé que c'était un énorme pari. Là, t'en mets 9 millions sterling. Je comprends là, que c'est Tottenham, je comprends que c'est la Premier League, puis c'est peut-être pas une somme faramineuse pour eux autres, mais je suis surpris. On parlait de temps pour Lampard, pour Mourinho, j'ai tellement envie d'appuyer sur la télécommande fast forward dans 18 mois et puis de voir où on en est. Parce que c'est voilà, donc comme il y a un vrai cycle. Ça va être qui le premier rat dans son vestiaire? C'est ça que tu es en train de te demander dans 18 mois? Certains. Je pense que comme il y a les petites phrases, ça a commencé où on demande à Dele Alli, genre comme est-ce que c'est toi ou ton frère qui est en train de jouer? C'est du Mourinho, toujours du Mourinho, et puis j'ai hâte de voir comment là sur le temps, parce que c'est sur le Mourinho, lui, c'est parce que ça finit toujours. C'est un contrat de 3 ans, hein, si je me trompe pas. Pourquoi c'était pas 2 plus 1, cette histoire-là? Pourquoi c'était pas 6 mois? Daniel, je 2 plus 1. ne comprends pas. Bon, 6 mois, tiens, une probation pour José Mourinho. Les gars, on enchaîne avec les sujets chauds. Il y a Mike Perrault qui nous demande... T'es en charge de l'Impact. Quel joueur, au singulier ou au pluriel, on nous donne le choix, rêverais-tu d'acquérir? Ou, deuxième portion de la question, c'est probablement celle qui est la plus intéressante à mes yeux, quel type de joueur viserais-tu? En ce moment-là, évidemment, l'Impact a besoin d'un attaquant. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais au-delà de ça, tu as besoin de quel type de joueur? Est-ce que c'est la personnalité qui est la plus importante? On voit ce que la présence d'un gars comme Samuel Piette dans les médias apporte au club. On voit ce que la prestance d'un Thierry Henry a amené dans une seule journée médiatique. Je comprends qu'il y a toute la carrière qui vient avant, mais quand même, il y avait une communion avec le public, les médias, les gens qui étaient là pour écouter. Qu'est-ce que vous valorisez davantage? Est-ce que c'est, évidemment, le produit sur le terrain, mais est-ce que vous allez chercher la personne en plus ou est-ce que c'est strictement foot? Le fait les deux. Désolé de te répondre encore une fois les deux. Il y a un joueur, oui, j'aimerais comme un joueur pas emblématique, serait trop dire, mais peut-être la figure du jeu au-delà de Boyan. Donc peut-être un joueur très excitant au niveau des dribbles ou un joueur ou un numéro 9. Donc on parle vraiment d'un profil offensif supplémentaire. Genre, pour moi, c'est clair que l'après-Piatti a déjà commencé. Est-ce qu'il doit être parce que tu viens de dire le mot excitant. Genre, donc oui. Olivier Giroud, toi, tu dis non. Mais c'est là que ça devient super intéressant, puis oui. c'est pas une critique. Non, mais comme Olivier Giroud est souvent, d'ailleurs, même un des joueurs dont j'avance le nom comme profil, Ouais, tout à fait. mais genre comme il en faut un. Mais moins avant, il aurait peut-être fallu beaucoup plus, parce que Thierry Henry maintenant va amener finalement toute cette visibilité, ce marketing, etc. Ça devient peut-être moins important dans le recrutement. Exactement. De tes joueurs. Avant, j'aurais vu plusieurs joueurs qui ont maintenant
pas vraiment. Peut-être un sur le terrain justement pour prendre le relais de Nacho Piatti, quelqu'un qui te dit ben, c'est un peu pour lui que je paye. Tu es en train de nous dire que Nacho sera pas là l'année prochaine? Non, pour prendre le. Okay. Non, mais quand on prend un relais, on est dans la même course quand même. Oui, c'est vrai. Donc, mais c'est pas comme quand tu commences puis quand tu as fini, par contre. Ça peut être au mois de janvier, ça. Mais après, pour le reste, non, des joueurs qui correspondent que ce soit comme des joueurs besogneux, comme qui sont très rares à répéter les efforts. Il a parlé quand même de pouvoir d'être haut sur le terrain, de porter vers l'avant, peut-être pas forcément d'un point de vue offensif, mais juste même les capacités physiques de pouvoir répéter les efforts. Donc, moins au niveau du rêve, je parle d'abord un profil excitant, quelqu'un qui, voilà, comme pour qu'on puisse regarder l'effet de Boyan, peut-être Taider, et ce joueur-là, et Piatti, se dire, OK, comme il y a une équipe qui a les moyens de faire la différence sur un terrain de foot. Après, le reste, non, comme des travaillants. Tu n'as pas dit de non, là. Non, dans le meilleur des mondes, j'ai pas dit non, c'est vrai. Dans le meilleur des mondes, sans regarder l'argent, sans... Ben, vas-y, ouais. Lewandowski. Ouais. Là, en plus, ça coche toutes les cases acides. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, on est d'accord, mais... Oui, voilà, c'est vrai que c'est rêve, donc oui. Bon, oui. Évidemment, on ne va pas aller chercher à Lewandowski, mais voilà le profil, ouais, totalement. Qui est une personnalité, mais qui est capable, qui n'est pas non plus un Zlatan dans le vestiaire. C'est vrai. Mais qui a une personnalité, tu ne lui montes pas sur les pieds, mais il est capable d'emmener les gars avec lui aussi. Il est capable de le montrer sur le terrain, ce qui est important, de dire oui, j'ai un petit peu de gueule des fois, mais voilà, la raison aussi pour laquelle je suis comme ça, qui n'est pas non plus là pour tout ramener vers lui, au niveau personnel, au niveau humain. Je pense que c'est quelqu'un qui a voyagé, qui a quand même eu un parcours où il n'y a pas eu que du bon pour lui. Donc ça, je pense que ça l'a amené aussi à prendre une certaine perspective. C'est vraiment le joueur. Et puis surface. Non, ça c'est clair. D'un point de vue sportif, on ne se pose même pas la question. Un ballon dans la surface. Pour revenir à la question que tu m'as posée, par contre, est-ce qu'on peut choisir n'importe qui à n'importe quel prix? Sache que c'est moi qui t'ai dit oui, c'est pas Joey Saputo, parce que je pense que Robert Lewandowski... Non, mais voilà le profil. Dirait, tu sais quoi, Kevin? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on pourrait trouver qui pourrait faire un job. OK, voilà le profil, oui. Mais tu sais, moi, je me souviens des flashs qu'ont eu par exemple la Palainen ou au concours, super rapide, super explosif, et genre comme c'est des moments où le stade vibrait et l'impact en tout cas la communauté Impact de Montréal aime ce type de joueurs-là. Oui. Maintenant, là où le défi, c'est de trouver des joueurs comme ça, mais plus constants. Donc sur une durée, on est capable de pouvoir compter sur eux. Et c'est pour ça qu'en termes de profil offensif, voilà, des joueurs explosifs qui donnent envie de se lever de sa chaise. Et après, pour le reste, je pense qu'il y a une équipe au complet à bâtir. Comme défensivement, il n'y a personne, même au milieu, il n'y a pas grand monde. Donc il y a une équipe au complet à bâtir. Oui, c'est ça ce qu'on pourrait reprendre les potes. Ça, tu disais quel joueur, quel profil bon, après, on est parti plus sur l'attaque. Non, mais moi, ce que je comprends, mais je dirais dans l'idée, il veut des grinders en arrière. Il veut un grinder. Non, mais pour vrai, un grinder au milieu de terrain, Samuel Piette, puis après, des gars qui sont capables d'aller vers l'avant. Tu mets, qui veulent surtout aller vers l'avant. Schématiquement, ça ressemblerait à un Idrissa Gueye ou un N'Golo Kanté avec, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Toi, Jean, t'as gagné le Powerball puis le Lotomax mis ensemble. Parfait. Regarde, on va se tourner vers Charles-Éric là, parce que tu commences à me donner le tournis un peu. Charles-Éric Martineau qui dit Benzema aura-t-il un jour la reconnaissance qu'il mérite? Un des meilleurs attaquants actifs, toujours boudé par la sélection française. Guy Stéphane, avais-tu quelque chose à dire là-dessus, Sid? Non, mais c'est vrai que j'avais vu la question de Charles-Éric et que c'était un peu dans ma tête lorsque je parlais d'équilibre, de groupe. Effectivement, Benzema, c'est le meilleur exemple peut-être aujourd'hui du sacrifice d'un énorme talent pour le bien-être d'un collectif. C'était vrai il y a 2 ans. Est-ce que c'est aujourd'hui ce serait aussi vrai? Peut-être pas. Mais l'histoire de Benzema avec l'équipe de France, elle est assez longue. Et, oui, à la fois symbole, à la fois martyr, à la fois prétexte. Il y a beaucoup de choses pour Karim Benzema, mais il y a aussi des contextes. Une équipe qui fait la finale de l'Euro 2016, qui gagne la Coupe du Monde. On ne change pas une équipe qui gagne jusqu'à ce qu'elle perde, mais Didier Deschamps, dans son caractère, parce que c'est aussi une personne très très têtue, et aussi conforté par les choix qu'il a fait, peut-être des choix aussi d'image, parce qu'il faut
faut vraiment rentrer en contexte franco-français pour mieux comprendre certaines raisons de la mise à l'écart de Benzema. Et après, en termes de reconnaissance, je pense maintenant, il est sur le podium des buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Il en a gagné 4, il me semble. Il vient de dépasser Di Stefano en termes de buts au Real Madrid. D'un point de vue talent, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que d'un point de vue talent, je pense que n'importe qui suit le foot, un temps soit peu, va toujours reconnaître que c'est un talent hors norme. Ceci dit, en termes de legs, de feuilles de route, de titres, surtout en équipe nationale, c'est là où, ben non, il n'y aura jamais la reconnaissance qu'il aurait pu avoir, parce que ça passait par l'équipe nationale. Regarde ce qui se passe avec Lionel Messi. Il n'y a personne là, qui va douter du fait que Messi est un des meilleurs joueurs à avoir joué au foot de l'histoire. Mais il y a un point noir. Exactement. Un méchant point noir. C'est avec la sélection nationale. Là, on parle d'un gars qui s'y retrouve même pas dans le groupe. Tu parles pas de gagner ou non. Tu trouves juste au point de te tailler une place. C'est sûr que ça va laisser une grosse trace sur le CV de Benzema, Jean? Oui, complètement. La question, c'est est-ce qu'il aura la reconnaissance qu'il mérite? Non. Non, c'est vraiment, vraiment dommage parce que, ce gars-là, c'était un talent. Déjà à Lyon, tout le monde disait waouh, lui, il va péter complètement tous les plafonds parce que. C'est ce qu'il a fait. Il y a pas mal. Mais Exactement. en club, c'est incroyable. Tu arrives au Real Madrid et puis regarde tous les gars auxquels il a survécu. Enfin, il dure. Ah, mais ça, c'est un autre élément, Jean. C'est tellement intéressant ce que tu dis là, parce que à côté de qui tu joues en club aussi. Quand tu as Ronaldo à côté de toi, on parle pas de toi. Quand tu as Gareth Bale qui est tout le temps en train de se chicaner avec l'entraîneur ou je pars, je reste, mais on parle pas de toi. Et pourtant, qui est là saison après saison? C'est ça. Et parce qu'en plus, à travers ça, il a vécu plusieurs entraîneurs, plusieurs systèmes et changements de système, plusieurs partenaires de profil d'effort. Et à chaque fois, il a quand même réussi lui-même à se réinventer un petit peu, à changer son jeu. Ronaldo va être plus souvent devant le but. Bon, moi, je vais me mettre un petit peu plus à gauche à ce moment-là. Je vais peut-être être un peu plus passeur plutôt que devant le but. Voilà. Il a évolué continuellement sans faire de gros bruit. Il n'y a jamais eu de déclaration de Benzema, oui, je vais changer mon jeu parce que ceci, cela, mais il le fait. Il le fait et à chaque fois, ça fonctionne parce que si tu prends les 4 années où le Real, les 4 Ligues des Champions gagnées par le Real en 5 ans, il est là tout le temps. Il marque des buts. Regarde les buts de Renard qu'il met il y a 2 ans, là, en demi-finale contre le Bayern. Il va piquer le ballon au gardien ou contre Karius en finale. Ouais. Bon, c'est Benzema. Voilà, il est là. Il y a des trucs et toujours. Et si tu prends toutes les finales, les 4 finales que le Real dispute. Il est là, continuellement. Deux points. C'est intéressant de voir sa carrière extraordinaire en club, mais on a encore besoin de la reconnaissance au niveau de l'équipe nationale. Donc ça, quand même, ça pose un petit peu justement les hiérarchies dans le monde du foot. Donc c'est très intéressant de parler de ça. Et puis je pense que l'un des aspects, c'est pas juste l'équipe nationale, c'est effectivement de jouer derrière des Ronaldo, des Ramos, des Marcelo et des joueurs énormes qui fait en sorte que c'est vrai qu'il a aussi fait un choix qui un peu l'efface. Et je peux faire un petit parallèle avec Luis Suarez, qui lorsqu'il était à Liverpool était vraiment comme peut-être un ballon d'or en puissance, mais en décidant d'aller au FC Barcelone devient tout simplement un très bon numéro 9, mais qui ne sera plus considéré comme il avait été dans sa dernière année à Liverpool. Et pour Benzema, c'est amplifié parce que c'est pas un gueulard. Tu sais, Luis Suarez, c'est un gars qui parle beaucoup. Benzema, c'est un gars qui est plus refermé. Quand tu es à côté de Ramos, Pepe, Cristiano Ronaldo, tu oublies ça. Là. Mais ce qu'on vit là et qu'on voit le match qu'il fait contre le Paris Saint-Germain, moi, me donne un petit peu un goût amer parce que j'aurais aimé de voir Karim Benzema comme le meilleur joueur de son équipe et de voir la carrière qu'il aurait eu. Il aurait peut-être pas eu le même palmarès, mais en tout cas, c'est intéressant. Parlant d'évoluer, parlant de passer à gauche, est-ce que le Bayern a vraiment l'intention de faire jouer Alphonso Davies comme défenseur latéral gauche ou est-ce que c'est un plan de secours? C'est Michael qui nous demande ça. C'est ni une décision, je ne pense pas que ce soit une décision voulue et durable. C'est pas non plus un plan de secours, c'est une possibilité. Tu regardes cette année, il a joué aux 2 positions. Il a joué aux 2 positions et amené en défenseur parce que éventuellement Alaba qui normalement est titulaire à gauche et pas toujours là, et il a joué
à plusieurs reprises et dans un nombre relativement égal, nombre de fois, en tant qu'ailier. Donc je ne pense pas qu'il y ait une position qui soit plus fixée pour lui qu'une autre. Simplement, il y a l'incroyable possibilité qu'il offre. Moi, il y a deux choses que je retiens dans ce que tu dis. D'abord, il joue. Oui. Tu es sur le terrain. L'année passée, à pareille date, tu y étais pas. Et la deuxième, qu'est-ce qu'on a fait au monde, les défenseurs latéraux, pour qu'à chaque fois qu'on met quelqu'un là, on se demande s'il ne devrait pas jouer ailleurs? Je comprends là, que Davies est un gars qui est plus tourné vers l'attaque, mais défenseur latéral, dans le foot moderne, si tu as quelqu'un en avant de toi avec qui ça fonctionne, si tu as des gars qui sont assez responsables devant ou à tes côtés pour prendre ta place quand toi tu pars à l'abordage, tu peux faire des ravages. Philippe Lam, c'est pas le même profil, là, mais Philippe Lam a été extraordinaire comme défenseur latéral. C'est une légende qui aurait pu continuer encore un bon petit bout de temps, qui a été reconverti par la suite parce que justement, le club dans lequel il a évolué allait au-delà de dire t'es défenseur latéral droit, reste sur ton côté, tiens-toi à tes tâches défensives. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la relance, c'est le mouvement, c'est l'équilibre. Et je pense qu'en ce moment, c'est une école extraordinaire pour un gars comme Alphonso Davies. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est peut-être notre contexte canadien, dans le sens où nous, quand Davies est au fin fond du terrain à gauche et qu'il n'y a personne qui est capable d'aligner un dribble devant, on aimerait le voir plus haut. Mais je pense qu'au Bayern, il s'éclate à jouer à ces deux positions. Mais moi, je te dirais que j'ai l'impression qu'il veut vraiment le reculer en tant qu'arrière à gauche, parce que je vous invite à tout le monde à regarder la dernière entrevue de Bayern TV avec Alphonso Davies. Je pense qu'au moins 4 fois, le journaliste insiste sur le fait que t'es arrière gauche, hein, c'est bien d'être arrière gauche, et puis genre comme t'aimes ça être arrière gauche. Et bon, lui, il répond, il répond, il se plie au jeu médiatique, mais non, c'est très bien pour lui. Puis effectivement, il peut faire des ravages. D'un point de vue Team Canada, c'est un peu particulier parce que voilà, on pense que on aimerait le voir plus proche des buts. Il nous reste une question, les gars, et juste pour conclure sur le cas Alphonso Davies, ça c'est probablement le directeur sportif du Bayern qui envoie un journaliste de Bayern TV dire hey, va y dire qu'il est défenseur latéral gauche, puis arrange-toi pour qu'il y ait un sourire d'en face pendant qu'on lui pose la question. Ça va changer parce que, regarde, t'as Hans-Dieter Flick qui est en intérimaire actuellement, donc il y a encore des choses qui peuvent changer au Bayern. C'est pour ça que je reviens au fait qu'il joue. Il joue, c'est ça qui est extraordinaire en ce moment, parce qu'il y a quelques semaines... Traîne, Oh boy. Ah, ben ça, tu vois, ça fit mieux, ben, Pochettino, qu'un gars comme Mourinho. Tout à fait. Et puis, je dirais d'ailleurs, hey, Gareth Bale, c'était quoi son poste quand il a commencé, où il a fait ses débuts professionnels et où il a joué plusieurs fois en Première Ligue à Tottenham? Latéral. C'était un latéral. OK, fait que là, tu réponds à la question. Il n'est pas là pour durer, Alphonso Davies. On termine avec Dr. Foot qui nous demande Balotelli, parce que là, ça va pas bien à Brescia. On parle de lui en MLS. Est-ce que c'est trop de trouble à gérer pour une équipe comme l'Impact? Ou est-ce que vous le verriez atterrir? Est-ce que, d'abord, première, est-ce qu'à l'Impact, c'est un profil qui pourrait vous intéresser? Oui ou non? Oui. Oui? Non. Oh boy. Sid, t'as 1 minute pour nous expliquer ça. Non, mais voilà, il est costaud, rapide, puissant. Non, mais là, je te parle de tout le personnage. Là. Je commençais par l'aspect sportif. Donc, moi, je trouvais que c'était sportivement, voilà, c'est un numéro 9, un vrai. Après, qui a besoin d'être vraiment très encadré, avoir des coups de pied dans les fesses pour avancer. Il y en a qui ont réussi, il y a eu d'autres moins. En ce moment, bon, il y a eu deux situations. Il y a eu il était victime de racisme là, à Brescia, des commentaires un peu troubles de son président. Puis, il y a une séance d'entraînement où apparemment, il s'est fait renvoyer chez lui parce que le coach trouvait qu'il ne travaillait pas assez. Maintenant, Balotelli, il est quand même à la croisée de beaucoup de courbes. Hein, je veux dire, c'est un joueur noir, c'est un joueur italien, il a aussi des notions de français, c'est un attaquant. Et je pense qu'il plaira à beaucoup de monde. C'est une histoire que si ça fonctionne, ça fonctionnerait vraiment bien. Effectivement, ça fonctionne mal, ça fonctionnerait vraiment très très mal. Parce que d'un point de vue salaire, il y aurait sûrement beaucoup de choses à considérer. Ça pourrait fonctionner bien, ça se terminera forcément mal. Ça, honnêtement, Balo... c'est très Impact, ça. Maintenant, tu veux faire les choses différemment. Avec un Thierry Henry qui a eu de la difficulté à faire passer son message à Monaco, ou du moins, ça va être ça, son grand défi ici. Moi, je pense pas que tu peux aller chercher un gars comme Balotelli. Tu joues avec le feu. En fait, il y a trop de possibilités que ça parte en vrille. Tu sais, c'est pas...
ce serait un Harry Novillo exposant 50. Non, mais tu veux avoir un groupe déjà qui soit... Tu veux rentrer un Balotelli dans un groupe, ton groupe, il doit être extraordinairement Solide stable. à la base. Il doit être capable de l'aspirer, de parfaitement l'encadrer, parce que c'est le groupe au départ qui va permettre qu'il y ait un peu moins d'écart. Après, bon, le gars, lui... Les gens vont pas aimer ce que je vais dire là, mais moi, Balotelli, c'est parfait à Toronto. Ça va être extraordinaire pour la rivalité. Puis, ça fait en sorte qu'il n'est pas ici à gérer. C'est quelqu'un d'autre qui va être obligé de le faire. Non, mais j'allais le dire. Moi, je pense que oui. Comme je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est parfait à Toronto. Oui. C'est Parfait à Toronto pour tout le monde. Pour tout le monde. Messieurs, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à vous à la maison d'avoir envoyé vos questions. Vous pouvez le faire tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF sur Twitter. On vous invite aussi à consommer et partager le contenu sur la rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur les applications RDS et iHeartRadio.